monsieur, bonjour. Merci de nous suivre depuis 9 heures du matin. Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur l'hebdo des éditorialistes. Pendant 1 heure d'horloge, nous allons commenter et décrypter l'actualité de la semaine avec mes invités. Je vous les présente déjà. Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour Brunel. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Très bien. Et votre semaine? Très bien, ça s'est bien passé. D'accord. Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal. Bien sûr. Georges Anangono, bonjour. Bonjour, chers Bienvenue journalistes. sur le plateau. Merci de m'inviter aussi. Très bien. Vous êtes socio-anthropologue, analyste. Je suis le responsable de la communication au niveau du Centre d'enseignement en sécurité routière. Exactement. Eh bien, mon troisième invité, bienvenue à Bassagan. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour amis téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir. Vous êtes le red chef de La Primeur. Exactement. Très bien. Alors, les sujets de ce jour, je vais donc vous donner la parole pour que vous nous présentiez déjà les sujets l'un l'autre avant qu'on aille en détail. Georges Anangono. Oui, bonjour. Moi, le sujet qui a retenu mon attention, c'est la sortie, les réactions après la publication des résultats provisoires de la Sénat. Les réactions, il y a eu des réactions, 2 ou 3 réactions qui ont retenu mon attention. La première, c'est celle de Marie-Kiad Madougou. Après, j'ai vu circuler sur les internets une réaction de l'honorable Soussou Dakwe et une réaction de l'honorable Soui, c'est ça? Exactement. Donc, je pense que c'est déjà un gros menu qu'on peut déjà travailler là-dessus. Très bien. Félicien. Oui, moi, je m'intéresserai beaucoup plus aux leçons à tirer après donc la publication des duos par la Sénat et à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les prochains jours à venir, ceux qui ont été recalés, quelle serait leur attitude et l'attitude également de leurs militants. On pourrait s'intéresser à ce sujet-là. Bien, bienvenue. Oui, mon sujet rejoint d'ailleurs celui du doyen tout à l'heure, avec ce que nous avons eu dans la semaine, la réponse du berger à la bergère. Partout, nous avons vu la sortie même du président Boniaï avec tous les autres. Maintenant, si nous voyons tout cela, nous mettons ça dans un agrégat, moi je me dis, quel est le baromètre de la sincérité de tous ces hommes politiques-là, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, c'est-à-dire comment on peut savoir leur sincérité. De toute façon, vous allez nous donner votre avis tout à l'heure. Alors, Georges Anangono, toutes ces réactions qu'il y a eu cette semaine, l'UP est sorti, le BR est sorti, Rekia Madougou, Soui, Dakwe, tout cela, vous en pensez quoi? Vous retenez quoi? Merci beaucoup. Déjà, la sortie des résultats de la Sénat, moi j'avais déjà dit, peut-être ailleurs et ici aussi, qu'il n'y a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Pourquoi? Tout le monde connaissait quels étaient les critères qu'il faut remplir avant d'être candidat. Et lorsque les gens sont allés déposer les dossiers, nous savions déjà ceux qui, après le dépôt des dossiers, nous savions déjà ceux qui n'avaient pas leur dossier au complet. Et que parfois eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'ont pas leur dossier au complet. Donc à ce niveau-là, pas de surprise. Là où on peut attendre de celui, c'est peut-être après l'étude de la Cour constitutionnelle ou bien le passage devant le collège des médecins, le collège des médecins, on pourra peut-être avoir de surprise en ce moment, puisque quelqu'un peut être malade sans que vous ne le sachiez, sans que je ne le sache. Donc à ce niveau-là. Maintenant, par rapport aux réactions, je pense que Mme Rekia Madougou est dans sa ligne, est dans la ligne d'attaque, parce que quand elle était allée à la Sénat, elle avait dit, moi, j'ai demandé et je n'ai pas obtenu. Et cette fois-ci, dans la semaine, elle est allée plus loin. Elle avait des précisions. Et ces précisions-là qu'elle a eu à faire vont à l'encontre de la déclaration du chef de l'État que nous avons prise en compte avant le dépôt des candidatures. Le chef de l'État avait dit, ceux qui auront besoin de parrainage auront cela. Moi-même, je vais m'y atteler pour que les gens puissent savoir. Parce que pourquoi? Il voulait que les élections soient festives. D'accord? Comme ça a toujours été chez nous. Le cas, Et bien discuté. Et moi, j'ai toujours rappelé quelque part que en 2016, les élections étaient tellement discutées, mais ça a permis à Talon de venir et d'avoir 65%. Donc, il ne peut pas avoir peur des élections et festives discutées. C'est pourquoi il a demandé ça. Donc, que Mme Madougou ait dit ça ce jour à la Sénat, ça a surpris. Plus simple dire, comment elle peut dire qu'elle est allée demander et qu'on lui a refusé cela? Ça pose, en réalité, sa démarche, ça pose un autre problème au sein du parti. Le parti a donné une ligne, les démocrates ont donné une ligne, nous n'irons pas demander le parrainage. Et malgré ça, Mme Rekia Madougou, qui est membre des démocrates et qui respecte la discipline du parti, dit qu'elle est allée chercher quand même.
Elle est allée chercher quand même. C'est beaucoup de cacophonie dans... Mais est-ce une mauvaise chose d'aller chercher? Non, mais le problème, c'est que quelle est la règle que nous avons retenue? Parce que j'ai compris pourquoi le président du parti, c'est-à-dire l'honneur, on était, a insisté pour parler le jour-là à la Sénat. Parce que lui voulait donner la position du parti. Et la candidate donne sa position. Donc la candidate dit, j'ai cherché. On ne m'a pas donné. Oui. Mais elle a eu raison hier. Pourquoi? Parce qu'il y a un député de la mouvance qui est venu dire, moi on m'a demandé, si le parti n'avait pas donné des directives, eh bien moi j'aurais accepté. Mais dans tout ça, que les gens puissent avoir ce genre de réaction. La réaction du député Souris, moi je vous dis, c'est un signe c'est un signe avant-coureur, c'est un signe qui veut nous dire que lorsque le président Talon aurait passé ses 10 ans, serait achiné pour faire le travail qu'il pense être nécessaire pour le pays, les gens viendront ici nous dire, nous étions avec lui, mais on ne pouvait pas parler parce qu'il nous empêchait de parler. Très bien. Je voudrais finir pour ajouter ceci. Oui. Je voudrais finir pour ajouter ceci. Écoutez, nous sommes dans un pays responsable. Nous sommes dans un pays où certains, c'est vrai, il y a eu des générations spontanées en politique, lorsque les hommes d'affaires sont entrés dans la politique, lorsque les commerçants sont entrés dedans. Sinon, il y a eu des gens qui ont été formés. Moi, on peut dire des trucs. Nous avons fait la bourse, nous avons eu une formation politique et nous savons des trucs qu'il ne faut pas dire. Moi, j'ai vu quelque chose circuler hier. Si c'est vraiment l'honorable d'affaires qui a dit ça, qui dit que la femme, elle est bonne aujourd'hui, elle constitue une mine d'or et qu'elle doit rester au foyer, je trouve que c'est extrêmement grave. Et pour ça vraiment, j'en appelle au président et Talon pour demander aux gens, ceux qui ne peuvent pas parler, de ne pas parler du tout et de laisser ceux qui peuvent parler. Parce que venir dire ça aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, des gens d'autres pays vont entendre ça, ils vont dire, ah, les Béninois sont pas à ce niveau. Moi, je ne suis pas à ce niveau. La femme, elle a le droit de tout ce que je demande, c'est que la femme se batte comme Rikia se bat pour pouvoir exister dans la société. Merci, Georges Anangono. Alors, Félicien Fayon, vous avez suivi le développement de Georges Anangono, donc les réactions de Madougou, de l'UP et autres. Vous vous situez à quel niveau dans tout cela? Non, moi je suis qu'un simple observateur. Oui, absolument. En tant qu'observateur, oui. Je constate, comme tout le monde d'ailleurs, qu'il y a un peu de cacophonie, comme Georges Anangono l'a souligné tout à l'heure, au niveau du parti Les Démocrates, parce que c'est à croire que la présidente, la candidate, elle-même a son cabinet à part, elle a son idéologie à part, elle a ses objectifs à atteindre à part, et que le parti Les Démocrates a également son cabinet, a dit avec son président, et également ils ont leur objectif à part. Sinon que comment est-ce que le parti peut dire qu'eux, ils n'iront pas chercher le parrainage et qu'ils n'en ont même pas besoin? D'accord? Puisque l'honorable Benochi a bien dit que Roundé lui aurait répondu que eux, ils n'en ont pas besoin, mais qu'ils iront aux élections sans ça. À aucun moment donné, Roundé n'a démenti cela. C'est encore la candidate qui est venue dire que c'est autre chose. Mais Roundé est dans le pays, il n'a pas voyagé. Lui-même, il n'est pas monté au créneau pour démentir. Oui. Nulle part, non. Mais la candidate tient au parrainage écrit, donc on sent qu'il y a une différence et ça vient confirmer un peu les rumeurs qui avaient couru à la veille donc de la suspension de Irénée Agossa et qui faisaient croire que la candidate venait de l'étranger, venait de l'extérieur et que c'est des mères étrangères qui voulaient l'imposer au parti et que eux ils ne seraient pas d'accord. La preuve est que on les a suspendus, eux, ils ont déposé leur dossier, ils sont devenus candidats. Donc est-ce que effectivement Rekiat Madougou est du parti Les Démocrates, vraiment, véritablement. C'est ça la question. Mais de toute façon, elle est sortie avec d'autres membres du parti. Oui, mais d'autres membres du parti. Mais vous savez, quand vous êtes dans un staff, il doit quand même avoir un porte-parole. Mais si c'est la candidate elle-même qui devient porte-parole du parti et d'elle-même, c'est que c'est compliqué. Parce qu'elle a déjà trop bavardé, d'accord? C'est vrai, elle est restée droite, elle est restée constante dans ses propos, mais elle est allée tout le temps contre ce que le parti a toujours dit. J'ai encore écouté M. Eugène Azatassou hier, dans un audio sur Frisson Radio, qui disait que eux, les parrainages là, ils n'en ont pas besoin. Mais la candidate là, donc, moi j'ai observé cette cacophonie là au sein du parti, et c'est normal qu'on en arrive là et qu'aujourd'hui leur candidature ne prospère pas, parce que du moment où vous ne vous entendez pas, c'est clair que vous ne pouvez pas faire cela. Maintenant, par rapport à ce que Soui a dit, et qui peut-être aujourd'hui pour des gens serait une raison, peut-être que Soui et Madougou ont déjà échangé et que c'est pour ça que Madougou, Madame Rekiat Madougou disait qu'elle a des captures d'écran, elle a des échanges, elle a des trucs, peut-être que c'est ça. Mais Soui c'est qui? En fait, est-ce qu'on peut croire en ces propos, en tous ces propos-là? Bienvenue à Gbassaga. Vous savez, c'est-à-dire l'actualité politique actuelle, ça me fait tellement marrer. Ça me fait marrer parce que ça permet à ce que nous puissions voir l'immaturité politique de certains. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. Peut-être je peux faire une analyse scientifique, permettez-moi d'aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je parle d'immaturité politique. Vous voyez, quand
je prends les propos hier de l'honorable Soui. J'ai analysé de fond en comble quand il dit que l'électorat ou sa base, un élu du peuple, lorsque nous prenons notre constitution, il n'est pas l'élu de sa base. Parce que le député dans notre nation représente toute la population sur tout le territoire national. Bien que au départ, pour qu'il y ait vote, c'est compte tenu de la circonscription électorale. Mais quand vous devenez député, vous représentez tous les Béninois. Et donc, quand il parle de sa base, je me demande de quelle base parle-t-il? Premier élément. Deuxième élément, dans la réforme du système partisan. Le système partisan, le mot est bien précis, partisan. Ce qui veut dire que lorsque vous adhérez à un parti politique, vous n'avez plus la totalité de votre volonté. C'est comme le contrat social que vous signez. Et donc, vous cédez une portion de votre liberté quand vous adhérez à un parti politique. Et donc, la discipline de groupe vous obligerait à un certain nombre de choses. Vous savez, la question du parrainage. Le parrainage qui a été prévu dans les tests, le législateur a manqué la présence d'esprit d'étoffer un peu le parrainage. Et c'est ce que je dis souvent. Si vous pouvez savoir les avantages qu'un test de loi peut offrir, et en tout cas peut offrir du moins, au moment où, c'est-à-dire en théorie du moins, en pratique, vous ne pouvez pas savoir les inconvénients. C'est ce que nous sommes en train de voir avec le parrainage. Et puisque nous ne pouvons plus retourner en arrière, parce que cela pourrait donc influencer sur la stabilité de l'État, il faut aller avec. Et ce parrainage-là, si on est en train de rechercher la paix, on prend une discipline, on prend une décision en groupe. Et c'est cette décision-là qui permettra de pouvoir savoir qui parrainer et qui il ne faudrait pas parrainer. L'honorable estime que lui, il a voulu parrainer Rikiad Madougou. Il ne sait pas ce qui a été fait de sa fiche de parrainage. À la fin des comptes, c'est comme si il n'est pas du parti politique. Je m'étonne de l'entendre. Or, nous savons que l'UP a pris une décision au départ. La décision, c'est qu'il faut soutenir les candidats, c'est-à-dire qui sont issus d'un parti politique. Et donc, si aujourd'hui, certains membres de ce parti disent que les démocrates ont été appelés pour qu'on puisse leur accorder le parrainage, d'autres disent non. Ce que moi, je voudrais dire, c'est quoi? Parce que je me suis posé la question sur la sincérité. Absolument. Je me suis dit, en matière de pouvoir, en réalité, il n'y a pas d'honnête homme. Thomas Jefferson l'a dit. Aucun homme honnête ne peut prétendre exercer un pouvoir sur les autres. Vous ne croyez aucun... Oui. C'est ce que je suis en train de faire comprendre en réalité. Parce que lorsque l'intérêt personnel prend de l'ascendance à une prédominance sur ce qui est de l'intérêt général, chacun va de son côté. Je ne sais pas les raisons qui ont motivé aujourd'hui l'honorable Soui a tenu de tels propos qui, en tout cas, je dirais, qui est en déphasage avec la discipline du groupe. Oui. Et donc, ce que je suis en train de faire comprendre, quand vous voulez que le système partisan dont on parle réellement là, si les gens peuvent étudier le système, ils vont savoir qu'à un moment donné, ils n'ont pas même de volonté à exercer que la volonté du groupe. Daniel, je voudrais, si vous le permettez, quelques secondes pour dire que même dans la discipline du groupe, puisqu'il parle de discipline du groupe, il y a quand même la liberté individuelle. Ça veut dire que quoi? Soui peut avoir la volonté de parrainer un autre candidat que celui que le parti aura retenu. Mais je voudrais dire ceci. Soui n'est pas un maire, il est un député. Oui. D'accord? Le parti ne peut même pas démettre Soui de son titre de sa qualité de député. Ce n'est même pas possible. Donc, il peut même prendre sa fiche, ou bien, après l'avoir retiré de la Sénat, il pourrait même refuser de la remettre au parti. Rien ne se passerait. Et il va parrainer le candidat qu'il voudra. Mais venir à la télévision dire que lui ne sait pas ce qu'on a fait de sa fiche, mais s'il va dire ça à la base va le chicoter pour dire, mais on t'a envoyé là-bas pour niaiser. Qui t'a arraché la fiche? Tu as fait quoi de la fiche? Non, s'il vous plaît, c'est possible parce que il est député, il n'est pas maire. Oui. Il peut dire non, monsieur le président de l'UP, je ne parraine pas le candidat que vous avez désigné. Rien ne lui arriverait. On le sort de l'UP. Donc, c'est fou. On peut même sur le sort de l'UP, il va demeurer député. Il ne perd pas la qualité de député. C'est pour dire qu'en fait, ce qu'il a dit ne tient pas la route. Encore que, si nous avons des informations, moi je le dis parce que j'ai été dans son fief il y a environ 2 semaines. Je fais partie du staff même qu'il a accompagné pour son élection. C'est pour dire que quoi? La dernière fois que Soui a fait une réunion avec sa base, puisqu'il parle de sa base, c'est que ça date de 2019.
C'est pour vous dire qu'il n'y a rien là. Ça, ce sont les informations que non, vous avez. je les assume. Merci. C'est pour dire qu'il n'y a rien là. Merci. Si vous permettez que je fasse le point de tout ça. Ce qu'il y a, c'est que au Bénin en tout cas, ce que le jeune homme a voulu dire par rapport au droit et tout, il y a ce qu'on appelle la réalité politique chez nous, la réalité sociologique chez nous, fait que vous avez forcément une base. Fait que vous avez forcément votre électorat quelque part. Vous savez, il y a eu de grands partis dans ce pays. Et moi, je le rappelle souvent. Je pense qu'il est arrivé que la RB ait positionné Maître Yves Edgar Monod à Cotonou. Parce que la RB avait une assise telle à Cotonou que la RB peut amener quelqu'un même de Tchoumi, le poser sur sa liste à Cotonou et cette personne ne l'a passé. C'est ça qu'on appelle de grands partis politiques. Et on croyait que ça allait évoluer. Moi, je me rappelle une fois au Parti Socialiste, on est allé chercher Elisabeth Guigou, ancienne ministre de la Justice. Le Parti Socialiste l'a imposé à Bondy pour qu'elle devienne députée de Bondy. Parce que le Parti Socialiste sait que ceux pour qui on veut voter là, c'est pour le Parti Socialiste et non pour un individu. Mais nous n'en sommes pas encore là chez nous. Nous en sommes au fait que... non, c'est vrai. Nous en sommes au fait que l'idéal serait ça. Mais nous en sommes au fait que lorsque Soui voulait aller aux élections, il est parti devant sa base. Et on surveille même, on contrôle même, on regarde pour voir si de chez vous là, est-ce que les gens ont beaucoup voté pour vous. Ça veut dire que vous avez de l'ancrage politique. Donc, lorsqu'il veut parler, il peut toujours faire référence à ça. Seulement ce que je retiens, est-ce qu'il ne faut pas dire lorsqu'on est vraiment un homme politique averti, ce n'est pas bien de venir dire, et moi j'ai voulu faire autre chose, on m'a imposé à faire chose. Mais ils le diront, les hommes politiques béninois que nous connaissons. C'est pourquoi j'ai dit, on va voir ce qui va se passer après le second mandat de président Talon et quand il va se retirer. Vous allez entendre beaucoup de choses, vous allez entendre des révélations. Et ça, c'est irresponsable de la part des hommes politiques. Il faut savoir, lorsque l'UP a donné l'instruction, lorsque l'UP a donné la directive, pour dire, on ne prendra que les gens qui sont soutenus par leur parti politique, ou bien que l'UP, parce que, vous savez, Rekiat a dit, et ce que Soui dit vient corroler ce que mais c'est venu tardivement. Soui était où? Non, ça n'avait pas encore rendu son verdict. Attends, tu comprends bien, nous sommes dans une réalité politique. Et si Soui ne sait pas faire, on peut le griller facilement. Non, personne. Non. Faut pas qu'on lui fasse peur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que je veux dire, nous n'en sommes pas en cette maturité politique qui va faire que, même si vous êtes député, que vous puissiez dire non, vraiment comme ça, au groupe, pour ne pas faire. C'est ce qu'il a fait. Ça dit, c'est la sortie qui est extraordinaire. De venir dire après, sans on est encore dedans, le processus n'est pas terminé. Tellement il était frustré qu'il a été obligé de dire avant. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact? Avant de répondre, avant de répondre à votre question, je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que M. Anagoum dit. Tout à l'heure, il me faisait comprendre que c'est l'idéal. Vous savez, moi, à un moment donné, il faudrait que nous qui sommes de l'État africain, que nous cessions avec le mimétisme ou le clonage en matière démocratique. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si nous avons fait une option, il faudrait que nous assumions cette option-là. Et donc ici, quand on parle de la réforme du système partisan, oui, c'est vrai, vous allez voir qu'il y a des crises d'adolescence dans les partis politiques. Permettez-moi de le dire. Non, quand il parle de crise d'adolescence, c'est parce qu'on n'a pas encore maîtrisé le modèle, en réalité, qu'on a choisi. On me parlait tout à l'heure de sociologie. Oui, on peut le dire. Oui, je n'en disconviens pas. On me parlait tout à l'heure de sociologie. Je suis d'accord. Mais si on arrivait à arrimer notre sociologie à ce que nous avons pu trouver de l'autre côté, cela pourrait être bien pour nous. C'est ce qui crée les inconfortabilités que nous sommes en train de voir ici. Notre sociologie n'est pas en adéquation avec ce que nous avons choisi. Alors, l'impact. Un élu qui est sorti d'un parti politique, qui prend, c'est-à-dire, qui, au nom de sa liberté, prend de telles positions à la face du monde. Ne me dites pas que il faut se référer directement au texte de loi. Qu'est-ce que ça dit? Lorsqu'un député trahit, en tout cas, vous êtes membre d'un parti politique et vous allez enfreindre aux règles de ce parti politique-là. Il faut vous sanctionner, quitte à la personne en son temps de se rendre devant les juridictions compétentes pour dire on m'a suspendu, on m'a fait telle chose. Mais l'impact, il y a tout à l'heure Félicien qui faisait comprendre qu'il va demeurer toujours député, même s'il a été censuré. Oui,
Mais s'il devient député, c'est là où je voudrais voir. J'aurais aimé même que la question se pose et que nous allons voir, est-ce que les juridictions compétentes pourraient donc trancher? Est-ce que quelqu'un qui n'est plus membre d'un parti politique et qui est député à l'Assemblée nationale, quel est l'impact juridique? Quelle est la conséquence? Non, mais son mandat continue, il va finir son mandat. Il continue le mandat. Oui, Il continue le mandat. Il continue le mandat, je suis d'accord. Mais sous quelle bannière? C'est-à-dire, il est député, non inscrit. Moi, je voudrais quand même que vous compreniez ceci. Moi, je tire une petite leçon de la déclaration de M. Soui. La conclusion, c'est que le président Patrice doit savoir que ce député n'a jamais été ou bien n'a souvent pas été de cœur avec lui. C'est la deuxième fois. Vous vous rappelez, en 2016 ou en 2017, au moment où il fallait voter la loi, la révision de la Constitution, il fallait réviser. Soui était encore député ABT, je crois, je me rappelle bien. Il y avait une consigne qui avait été donnée. Et il était le seul qui n'avait pas respecté cette consigne-là. Il avait voté contre la révision. Et quand on l'avait interpellé, il dit que son chef de parti, notamment M. Abdoulaye Biotani, ne lui avait pas passé la consigne comme cela se devait. C'est pour ça que lui, il a voté contre. Et c'est pour ça qu'il avait été exclu de ABT. Et quand il a été exclu, l'UM d'alors l'avait récupéré, puis maintenant on le prend. On le met là. Non, vas-y. Il dit encore que on l'a forcé. Donc c'est un habitué des faits. C'est un habitué des faits. Soui n'est pas. Non, on ne le prenne pas trop pour très rapidement, où doit se situer la population dans tout cela? Non, très bien, très bien. Vous savez, la population béninoise, elle sait vraiment se situer. Elle sait vraiment se situer. C'est pourquoi quand on dit des trucs en son nom, cet objet abstrait, c'est-à-dire le peuple, tout le monde... C'est ça qui est d'ailleurs bien. Tout le monde parle au nom du peuple. Si je ne faisais pas attention, j'allais vous dire que aussi, si je parle au nom du peuple, heureusement, c'est pas cela. Je parle à mon nom personnel. Non, le peuple béninois ou bien la population béninoise, c'est... qui est en train de dire la vérité dans tout ce qui est en train de se passer là. Qui est en train de dire la vérité et où se trouve son intérêt, le peuple sait. Moi, plusieurs exemples m'ont toujours montré qu'au fait, le peuple béninois sait. Et l'exemple le plus récent, c'est cette affaire où le président Talon, ce candidat là, est revenu et le peuple l'a cru. D'accord? Donc, le peuple sait où se trouvent ses intérêts. Pour ça, là, nous, le combat, les querelles intellectuelles, c'est entre nous, nous disons tout ce que nous voulons, et puis après, le peuple prend position, et cette position-là est claire. Seulement, je voudrais quand même que, il y a eu des moments où, lorsqu'on a sanctionné Agosa, par exemple, j'ai pris des positions bien déterminées. Mais ce que Rekiat a dit hier, dans sa conférence de presse, me montre que Rekiat et Agosa avaient raison. Parce que personne n'a suivi finalement le mot d'ordre du parti. Quand le parti a dit on n'ira pas chercher, eh bien, Agosa est parti, Rekiat aussi est parti. Peut-être que quelqu'un d'autre est parti aussi n'a pas obtenu. Le problème, le ver dans le fruit au niveau des démocrates, c'est pour dire, on attendait tellement d'eux. On attendait tellement d'eux. Et vous en êtes sûr aussi? Eux aussi, ils ne se sont pas organisés au sein d'eux. Je me demande comment est-ce que M. Azatou serait dans son lit lorsqu'il serait en train d'entendre que Rekiat précise et confirme qu'elle est là chercher le parrainage. Eh bien, prenons la sanction contre Agosa et sanctionnons la sanction qui a été contre Agosa. Cette sanction-là aussi est valable contre Rekiat aujourd'hui parce qu'elle n'a pas suivi les mots d'ordre du parti politique. Très bien. Félicité Foyon, juste pour clôturer ce sujet-là de notre plateau, les populations aujourd'hui. Non, c'est clair. Vous savez, il faut être honnête et reconnaître que les populations s'intéressent moins excusez-moi, à des débats du genre, surtout quand ils sont à un niveau donné. La lutte n'est pas nécessaire à cette heure-ci. Bon, pas à cette heure-ci, parce que les populations, ce qu'elles savent, c'est qu'il y a eu tel duo qui a été retenu pour être candidat. C'est fini là. Elles attendent juste peut-être la liste électorale et puis on y va aux élections. Vous allez voir pendant la campagne comment ça se passe ici, c'est comme une fête. Les Béninois se sont toujours comportés comme ça. C'est pour qui en réalité tout ça? Enfin, c'est pour les politiciens. Merci bien. Alors, on parle à présent de votre... On n'a pas parlé de la réaction de quelqu'un. Le professeur Joël Aïvo, il a réagi. Hein. Et intelligemment, il a pris hâte de ce qu'il il a pris hâte. Il a compris. C'est un homme politique bien éclairé, bien scientifique, et qui sait qu'au-delà de tout, il faut respecter la loi qui est en place. Merci, M. Alangolo. On va poursuivre ce plateau avec donc, les 3 duos qui ont été retenus provisoirement par la Sénat. Il s'agit bien de Alassane Soumanou Tchemba, de Paul Hunkpe, et Patrice Talon, Mariam Talata, et René Agossa et Corentin Koroui. Félicien. Oui, les 3 duos ainsi présentés qui représentent en quelque sorte, disons,
presque toutes les couches, je le dirais, tous les courants, j'allais dire, parce que quand vous prenez Djemba et Paul Humpé, c'est des opposants. Vous prenez également Corentin Korfoué et Irénée Agossa, c'est des opposants, parce qu'il n'a jamais dit qu'ils avaient parti salon, il n'y a même pas de trace, il n'y a rien qui le prouve d'ailleurs. Et le camp Patrice Talon qui se retrouve aujourd'hui seul, il n'y a même pas des candidatures suscitées. C'est que je me dis, est-ce que politiquement c'est bon pour le pouvoir en place? Je ne sais pas, parce que c'est que par le passé, et même sous le président Kérékou, il y a même des membres du gouvernement qui se présentaient pour les élections, parce qu'on ne sait jamais au second tout qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais là, le président Patrice Talon a pris le risque seul maintenant d'aller aux élections avec sa colistière et contre deux duos de l'opposition. Oui. Moi, je trouve que ça peut faire peur. Ça peut faire peur si la mouvance ne travaille pas. Parce qu'aujourd'hui, tout est encore possible. Je l'ai dit quelque part. C'est parce que la réelle politique, on n'assiste plus à ça comme cela se doit. Est-ce que c'est parce que l'opposition se montre de plus en plus incompétente? Je ne sais pas. Sinon, qu'aujourd'hui, le président Boni Yahi est encore en mesure, sinon en droit, de faire la paix avec les deux autres duos. Il peut encore faire la paix aujourd'hui avec M. Djemba de FCBE, parce que c'est des gens qui avaient été avec lui, c'est son parti, c'est son ancien parti, mais il peut toujours les rappeler. Il fait la paix avec eux pour dire, bon, je vous soutiens. Il peut toujours, le parti, les démocrates, peut toujours réhabiliter Corentin Korfoué et Irénée Agossa. Ce n'est pas encore tard, par exemple. Si le parti les réhabilitait et que tous les candidats recalés se mettaient derrière eux, à quoi est-ce qu'on pouvait assister? Donc c'est pour ça dire que le candidat de la mouvance a peut-être pris le risque d'y aller seul. Mais on verra, le peuple, c'est les populations qui votent. Oui. Il y a l'avantage que le président Patrice Talon a d'avoir un bilan, en fait. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Il a un bilan qu'il va défendre en son temps pendant la campagne. Les autres auront à défendre un projet de société qui n'ont pas encore mis à exécution. Et donc, ça pourrait être ça l'avantage du Patrice Talon. Le travail que lui a fait, aujourd'hui, c'est là. Les populations vont en tenir compte et vont dire, ben, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aller avec celui qui est là pour le moment et qui travaille pour nous que d'aller avec celui qui fait des promesses? Peut-être ça va être son avantage. Mais je pense que ce n'est pas encore la fin. Tout peut encore être joué. Bienvenue à Wassagra. Quelle lecture vous faites de ces trois duos? Je voudrais dire que par rapport à ces trois duos, vous savez, quand la liste était sortie, certaines personnes ont commencé par dire que ça sera un match amical. Ça m'a fait tellement rire, je me suis dit, attention, Félicien l'a soulevé tout à l'heure. Il y a un risque là. Et le jeu est même ouvert là, il faut le préciser. Le jeu est ouvert. Vous savez, ce qui va seulement manquer, connaissant la classe opposante béninoise, c'est que cette classe-là aime se tirer entre les pattes. Sinon, avec la liste que nous avons aujourd'hui, on peut en réalité soutenir les deux partis, les deux duos de l'opposition pour aller à cette élection-là. C'est pour ça, ceux de la mouvance, qu'ils fassent beaucoup attention, qu'ils ne voient pas que cette liste-là est pour eux un duvet des dédrons par lequel eux, à n'importe quel moment, ils peuvent gagner la bataille. Attention. Seulement que le problème de leadership se pose. Certaines personnes pourront parler, certaines personnes pourront parler de l'influence politique d'un certain Humpé, de l'influence politique d'un certain Djemba, que nous connaissons très bien, certains ministres, qui a travaillé, on l'a vu au front, de Irénée Agossa et de Corentin Korfoué. Vous voyez un peu, c'est ça là qui pourrait être la guerre. Mais si je me basais sur les propos antérieurs de l'opposition qui disaient que même si on présentait, c'est-à-dire un candidat ou bien présentait un chien face à Patrice Talon, on pourrait gagner. C'est une mise en épreuve des deux côtés. Et donc à partir de ce moment-là, il faudrait nécessairement retrousser les manches. Travailler nécessairement. Je sais qu'avec cette liste-là, il n'y aura pas, peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est mon analyse, je ne suis pas si sûr qu'on aurait encore d'autres... C'est la question que j'allais poser. Je ne suis pas certain là-dessus. Là, je le dis en toute franchise. Oui, des ajouts. Il y a des... Si les pièces maîtresses nous avons encore quelques jours. En tout cas, prions plutôt pour que la Cour n'en annule plus. Mais pour en rajouter, je pense que la magie ne suffira pas. Il n'y a plus de parrainage disponible. Voilà. Les parrainages sont tout pris. Donc, à partir de ce moment-là, je n'espère rien. Peut-être les autres peuvent espérer. Mais ce qu'il faudrait dire dans tout ça, je voudrais voir un peu la capacité politique de plusieurs dans ce pays-là. Tout à l'heure, le président Patrice Talon
à des réalisations. Et donc, il faudrait pérenniser ces différentes réalisations. Les autres n'ont que des projets de société. Quand vous prenez aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, moi, je ne connais pas le projet de société de Agossa et de Corée. Ce sont des regroupements, permettez-moi, ces genres de regroupements de circonstances. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup attention et avoir les éléments pour convaincre le peuple. Je ne connais pas le projet de société. Peut-être, quand on prend la force Corée pour un Bénin émergent, je ne connais pas réellement le projet de société. Je reviens alors sur Irénée Agossa. Ils ont dit qu'ils vont faire, c'est-à-dire une gouvernance de transition. Quand j'ai lu sur les réseaux sociaux, on va reprendre les élections législatives. Je me demande par quelle alchimie on pourrait y arriver. Vous comprenez? C'est-à-dire, si ils arrivaient à prendre le pouvoir, ils auront le même Parlement, le Parlement décrié sur le terrain. La Cour constitutionnelle qui a été, en tout cas, qui est décriée par eux. Vous voyez un peu, donc ces deux institutions-là, ils vont mener cette bataille-là sur au moins 2 à 3 ans comme ça, pour un mandat de 5 ans. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que le mandat d'abord sera un mandat de difficultés, de problèmes à gérer. Parce que les deux institutions... Vous comprenez un peu? Et donc, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui va autant? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer réellement? Est-ce que la promesse qui a été faite avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, je suis dans mes suppositions, ce sont des hypothèses, est-ce qu'ils vont arriver à accomplir ces promesses-là? Ce sont des questions que je me pose et je voudrais que nous y réfléchissions. Monsieur non, je voudrais que ce que nous disons ici reste toujours au niveau des analyses personnelles. Absolument. Ce sont juste des projections. En réalité, nous avons 3 listes en place. Peut-être que nous sommes autorisés à évaluer la chance de chaque liste, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on nous a présenté 3 duos. Et nous pouvons aller même à décomposer ces duos-là, à les décomposer. Moi, je me demande c'est où, par exemple, et la base de Irénée Agossa, par exemple, c'est où l'électorat, pas la base, l'électorat, je préfère, c'est où l'électorat de M. Corée, par exemple, voyez-vous, et moi, par contre, je connais l'électorat de Humpé. Je connais l'électorat de Humpé. Et je l'ai toujours dit, je suis du Mono, je suis de Bopa, donc de la même commune que Humpé. Et j'ai fait les élections. La dernière fois, j'ai battu campagne pour BR. Au moment où lui battait campagne pour FCB, vous savez que ça n'a pas été facile. Mais dans sa zone, dans son électorat, il nous a tous tenus au respect. C'est ça, il faut lui reconnaître ça. Je disais, je ne connais pas. Mais là, on va à une élection présidentielle. Hein. Non, je viens. Mais il ne va pas avoir 0,05%. C'est pas une élection locale. Non, mais attendez. Je suis en train d'évaluer la force des duos. D'accord? Et je dis, comme il venait de le dire, Monsieur Djemba aussi doit avoir un électorat. Parce qu'ils ont passé. Mais l'électorat de Agossa, il est où? L'électorat, c'est à Cotonou? Oui, il est dans un quartier, c'est le village. Un quartier de Cotonou. Il est dans un quartier de Cotonou. Ouais, ils sont où? Souvent, il va. Ils sont éparpillés dans tout le pays, c'est ça? De toute façon, il habite une maison, il habite un quartier. Maintenant, moi, je ne sais pas si le duo Talata et Talon va nous sortir notre programme. Oui, bon. Voilà. Non, mais vous parlez de projet de société. Le projet de société du président Talon aujourd'hui, c'est son résultat, c'est ça? Non, vous voudrez qu'il fasse encore autre chose. Nous allons attendre. On va parler des projets de société. Donc, les trois duos n'ont pas encore eu l'occasion de nous présenter leur projet de société. Et quand ils vont présenter, eh bien, on va analyser. Je ne donne de chance à aucun des duos. Actuellement, je dis qu'ils viennent tous des élèves dont les dossiers ont été retenus. Maintenant, ils vont se préparer pour passer devant le juge final, qui est le peuple béninois, qui va choisir entre eux. Mais je soupçonne certains d'avoir déjà de leur électorat, et que dans cet électorat-là, moi, je prends mon Paul Humpé. Il a de toute façon, nous attendons plus de 5 millions aux urnes le 11 prochain. Ouais. Et on espère donc que beaucoup sortiront pour aller voter, tout simplement. Oui, mais les Béninois vont sortir. En tout cas, pour les présidentielles, jusqu'à là où nous sommes, il y a toujours eu un bon taux de participation parce que les élections présidentielles au Bénin se sont toujours déroulées en toute quiétude. Il n'y a pas de problème. Oui. Je pense que ce serait ainsi également parce que non seulement chaque candidat appellera ses partisans, ses militants à voter, mais nous sommes à l'ère de la réforme du système partisan où aujourd'hui, quand vous prenez la mouvance, il y a 2 grands partis politiques, sinon
plusieurs partis politiques qui sont aujourd'hui là. L'UDBN appellera ses militants à voter. Oui. Ils vont sortir de partout où ils sont. L'UP également, le BR également, le PRD également. Donc, pour le taux de participation, il n'y a aucun doute. La FCB également appellera ses partisans à sortir. Il en sera de même pour les partisans enfin, les LD. D'accord, du Koufou qui sont avec Corentin Goroué, et puis Irénée Agossa, les LD de Cotonou qui sont avec lui. Donc, c'est clair qu'il y a déjà un maillage. Moi, je n'ai pas de doute sur le taux de participation. Aucun doute. Parce que, c'est vrai, il y a des mécontents, mais il y a toujours des mécontents. À chaque élection, il y a toujours des candidatures qui ont été recalées. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça, il faut que les Béninois le sachent. Peut-être ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient encore jeunes, ceux qui n'avaient jamais vécu, et qui n'ont jamais vécu les élections présidentielles, oui, ils peuvent le mettre. Sinon, à chaque élection, à chaque échéance, il y a toujours des candidatures recalées. Ce n'est pas la première fois qu'on en recale. C'est pas un événement, en fait. Et c'est pas ça qui va influencer sur le processus. Même ceux qui, aujourd'hui, ont été décalés, ils ont encore leur droit de vote. Vous allez voir le jour du vote, il va sortir, il va voter. Ça, c'est clair. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il est contre le processus électoral. Non. Il n'a jamais dit ça. Vous allez voir le président Boni Yahi, il ira aux urnes, il va voter. Sinon, mais pourquoi alors il est un citoyen? Et donc, il n'y a pas de doute par rapport au taux de participation. Au taux de participation. Ouais. Alors, bienvenue à Kwassagan. Ce qu'il faudrait dire, c'est que avant d'être citoyen, nous sommes tous des frères. C'est pour ça, notre devise, on dit fraternité d'abord. Et vous savez, le Béninois, en son temps, il sait mettre en jeu cette fraternité-là. Tout à l'heure, Félicien faisait comprendre que le taux de participation à l'élection présidentielle au Bénin n'a jamais été, je dirais, au rabais. C'est vrai que l'expérience que nous avons commencé depuis 2016 avec la réforme du système partisan, avec quelques discordances que nous avons remarquées par le passé, qui nous a conduit sur des événements que je ne vais pas rappeler ici. Merci. Le peuple est à la maturité, le peuple est mûr en réalité. Et le peuple sait comment il faut faire le choix. Et pour faire le choix, je vous le dis, le peuple connaît la sincérité de chacun. Sur quelle base? C'est-à-dire que le peuple prend ce que votre passé, votre présent et votre projection dans le futur. Vous comprenez un peu? Donc, sur la base du temps, ils peuvent arriver donc à pouvoir faire ce que j'appelle le vote utile. Et je vous le dis, sans être dans un regard futuriste ou bien sans être, je dirais, oracle, je pourrais dire que le taux de participation sera élevé. Je le dis de cette façon-là. Je dis que je ne suis pas un oracle, ni je ne suis pas dans un regard trop futuriste, mais dans ma posture, en voyant les choses, je pourrais dire que le taux sera élevé. Très bien. Alain Gonon, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette fracture avant de... Je ne voudrais pas être aussi optimiste que... Parce que les deux élections successives que nous avons eues, même pour les législatives, nous sommes vraiment bagarrés pour pousser le taux en avant. Et je pense que le chef de l'État en est conscient. C'est pourquoi il a commencé à parler d'élections festives. Lorsque les élections sont libres et festives, tout le monde serait appelé à venir voter. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on mente au peuple. L'occasion que le peuple a de s'exprimer, de dire quelle est sa volonté, ce sont les occasions d'élection. D'accord? Aller demander aux gens de ne pas venir voter, il faudrait que le peuple sache qu'on est en train de lui mentir. Pourquoi? Nous sommes en démocratie et ils le savent bien. Si la majorité refuse de sortir, d'aller voter, la minorité qui a voté, c'est elle qui faisait sa loi à la majorité. Donc, inutile de ne pas de faire cela. Et maintenant, c'est effectivement là qu'il faut aller se battre. Si le chef de l'État a des partisans qui n'attendent pas le chef de l'État pour aller se battre. Parce que qu'est-ce qu'on sort? Quand les résultats sortent, vous savez ce que les hommes politiques font? Ils prennent les résultats et ils regardent dans le... Agbasaga, tu t'appelles? Oui. On regarde dans son fief, dans chez lui, là, combien ont voté pour lui. On note ça. Vous savez, après les élections, on a dit dans ce pays que les gens ont fait certains arrêts pour dire les fiefs naturels. Du président Talon, que dans ces fiefs naturels là, on n'a pas tellement voté. Vous n'êtes pas au courant. C'est des trucs qui peuvent arriver. Donc, chacun doit aller se battre. Si vous êtes du côté du duo de Humpé Paul et de Gatteri, allez vous battre pour que l'électorat puisse sortir. Si vous êtes du côté de Irénée Agossa et de Corée, allez vous battre. Ceux qui sont aussi du côté du chef de l'État. Il ne faut pas qu'ils aillent dormir pour dire non, tout est déjà clair. Les élections là, comme on le disait, l'enjeu,
l'enjeu sera le taux de participation. Et nous avons besoin qu'il soit le plus fort possible. Moi, j'étais mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand je vois des gens d'autres pays venir nous donner des leçons de démocratie. Des gens qui nous entourent, venir donner au Bénin des leçons de démocratie. C'est vraiment oser. C'est vraiment avoir le courage. Parce que lorsque nous nous étions engagés dedans, ceux-là, ils dormaient encore sur la table dans leur pays. Nous sommes libres d'en faire ce que nous voulons, tout simplement. Chacun sait ce qu'il attend de cette élection qui vient. Georges Anangono. Alors, un troisième sujet quand même qui a retenu l'attention toute cette semaine, c'est la sortie du ministre de la Santé par rapport à la recrudescence du taux de Covid-19. Vous avez proposé qu'on en parle quand même vers la fin de ce plateau. Alors, Félicien Foyon, oui. Le taux est davantage élevé et l'élection vient. Comment est-ce qu'il faut contenir tout ceci pour que nous puissions obtenir un moindre de contamination? Bon, je pense que ça ne devait pas trop nous étonner parce qu'il y a eu un peu de relâchement. Ça, il faut le noter. Dans les marchés, dans les églises, les activités culturelles et sportives ont été autorisées récemment par le gouvernement. Oui. Donc les gens sont retournés sur les stades. Vous avez vu les concerts qui ont commencé à être organisés. Mais les lieux ont été désinfectés. Oui, mais qu'est-ce qu'en France, elles ne désinfectent pas les lieux régulièrement. Elles sont cela par les mains, pourtant les gens se contaminent. Donc je pense que tous ces facteurs-là ont concouru donc au taux que nous voyons, nous remarquons ces temps-ci. Et ce qui a lieu de faire, c'est pas forcément retourner et chasser encore les gens des stades, mais chasser encore les gens des salles de cinéma et autres. Ce n'est pas ça. C'est de maximiser les actions de sensibilisation et que chacun prenne conscience de ce que le mal non seulement existe, mais fait mal et tue, effectivement. Je pense que même un enfant de 3 ans aujourd'hui, vous lui parlez de coronavirus, il sait de quoi il s'agit. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Il reste juste que on prenne davantage conscience de ce que c'est très grave et nous protéger, respecter les mesures barrières. Sinon, le gouvernement se verra obligé, parce qu'aucun gouvernement ne veut voir ces populations décimées par le mal. Oui. Donc le gouvernement se verra obligé de prendre encore des mesures restrictives qui viendront encore nous compliquer la tâche. Nous sommes dans un processus électoral déjà. Et la dernière élection que nous avons eu à faire en 2020, nous avons fait une campagne médiatique. Il n'y a pas eu de meeting, il n'y a rien eu. C'est vrai que bon, ça n'avait pas trop influencé, mais la fête électorale à laquelle on assiste habituellement, ce n'était pas ça. Donc on aurait voulu que les candidats aillent organiser des meetings, aillent tenir des discours, aillent parler aux populations, aillent les sensibiliser. Vous voyez par exemple des duos qui n'avaient pas eu l'occasion de faire le tour du pays. Mais sous des conditions pour... Bien sûr, mais si la campagne va être essentiellement médiatique, c'est que ça va être très compliqué. Mais je pense que nous allons vers là, autant vers là maintenant, parce qu'aucun gouvernement ne laissera ces populations s'exposer comme ça au danger. C'est vrai que l'expérience des campagnes médiatiques, nous avons vu que cela a pu donc faire réduire un peu les coûts. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est comme si il y aura une partie qui sera en déséquilibre. En déséquilibre en raison du fait que, vous savez, certaines personnes disaient lorsque le chef de l'État faisait sa tournée qu'il était en campagne. Vous comprenez un peu? Et donc si aujourd'hui on dit la campagne sera médiatique, les autres seront pénalisés. Ils n'ont pas eu la chance d'aller sur le terrain. Premier élément. Deuxième élément, soit on fait une option double. L'option, c'est qu'on fait la campagne médiatique, une partie, et on fait la deuxième partie en campagne sur le terrain. Et là, ça pourrait avantager tout le monde. Mais dans les conditions qui évite la résurgence ou la recrudescence accélérée même des cas de Covid. Si on pourrait trouver ce genre de schéma-là, ça pourrait avantager et les choses seront en équilibre. Alors, Georges Anangono, il y a quand même aussi les réactions des forces de l'ordre sur le terrain qu'on ne voit plus trop quand les gens circulent et autres sans masque. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à cela? Non, moi je fais une remarque. Lorsque Covid-19 a commencé par s'annoncer, je pense que c'était en 2020 ou bien en 2019, le gouvernement béninois avait pris des mesures efficaces. Des mesures efficaces, c'est vrai, le gouvernement a dit je ne ferme pas les frontières, mais le gouvernement a pris d'autres mesures efficaces. Qu'il n'y ait plus de rassemblement dans les églises, qu'il n'y ait plus de matchs dans les stades, même s'il doit y avoir de matchs, que ça se déroule sans spectateurs ou qu'il n'y ait plus des sorties culturelles. Après, le gouvernement a eu de la pression. C'est ce que je comprends. Mais un État ne cède pas devant la pression. Moi, je ne comprends pas
qu'est-ce qui a amené ces concerts qui ont ressuscité d'un seul coup. Et maintenant, on remplit les salles pour faire les concerts. Et vous savez pas ce qui m'a étonné de plus, c'est que les concerts sont devenus plus chers. Est-ce que c'est parce qu'il y en a eu moins et il n'y en a pas eu de temps que c'est devenu plus cher? Vous faites deux choses. Vous faites deux choses. Moi, je peux le dire. Oui, moi, chaque artiste avec ses... Non, mademoiselle, ce que je vous dis, vous permettez aux Béninois d'aller dans les salles de spectacle pour augmenter le risque de contamination et vous frustrez ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont à la maison, qui n'arrivent pas à avoir les 2 repas, n'arrivent pas à avoir les 3 repas par jour. Non, d'accord. Commencez pas à faire, vous savez ce qui est. L'artiste est libre de fixer le prix d'entrée. Vous allez finir par me suivre. Vous savez ce qui arrive. Il y avait des concerts au Bénin, peut-être on entend trop, c'est 50 000, d'accord, dans les salles. Et il n'y a pas eu de concert à cause de Covid-19. L'économie a des problèmes. Et puis, on a crié sur le président Talon, l'argent ne circule pas. Et d'un seul coup, nous en arrivons au concert de 100 000, de 300 000. Est-ce que l'argent, le président Talon a ouvert les vannes quelque part pour que l'argent circule encore? Exclusif. Ouais, bien sûr. Arrêtez vos bêtises. Monsieur Anagono, on va contenir d'accord, j'aurais dit les bêtises, mais je dis, le gouvernement a besoin d'être ferme. Être ferme pour sauver la vie des gens. Être ferme pour ne pas laisser les occasions où les gens peuvent se contaminer facilement. C'est aussi de la responsabilité d'un État. Je sais que, comme je le disais, l'État a eu des pressions de ces lobbies-là, de ces regroupements économiques qui disent vous bloquez nos activités, nous ne pouvons pas avancer. Mais si ça a permis de contenir les conséquences de Covid-19, qu'est-ce qui est plus cher que la vie d'un homme? Il n'y a rien qui soit plus cher que la vie d'un homme. Je pense que vous êtes d'accord pour cela. Et c'est pourquoi j'encourage encore le gouvernement à regarder. Parce que, vous savez, dans les pays développés, il y en a même qui ont fait reconfinement, 3e confinement. Mais parce que, malgré le développement, quand on m'a dit, moi, que dans le mono, j'ai entendu qu'il y a il y a pratiquement plus de possibilités d'accueil des malades, vous pensez que ça ne me fait pas peur? Ça me fait vraiment peur. Parce que moi, je suis du mono, mais ça peut être dans le zoo, ça peut être dans l'OME, ça peut être un peu partout. Moi, j'en appelle au gouvernement de revoir. Et si nous sommes partis de 8 contaminés par jour à 34, non, le gouvernement a dit. À 34 contaminés par jour, c'est que le danger est proche. Le danger est là. À 13 décès en quelques jours. Moi, je pense que moi, j'accepterai. Moi, j'accepterai de ces restrictions-là, si tant est que ça nous permet de garantir la santé des populations. Parce que imaginez un instant, si à la DAE remplie, un peu partout, vous savez qu'on va commencer par ramasser des morts au bord de la voie ici. Nous, on ne voudrait pas en arriver là. Voilà, donc il faut que le gouvernement reprenne la situation en main. Et s'il y a des restrictions à faire, il faut les faire. Très bien. Félicien Fayon, quelques mots pour votre mot de fin à clôturer ce plateau. Vous remercier et dire que pour moi, c'est qu'il faut que ces élections soient des fêtes et c'est qu'il faut aussi que la réelle politique puisse vraiment avoir lieu. Et c'est qu'il faut également qu'il y ait d'autres révélations en plus de celle de Soui, si ça peut vraiment conforter ceux qui n'ont pas pu aller aux élections, ceux qui n'ont pas pu avoir les parrainages, si ça peut les conforter, c'est que des gens puissent faire autant de révélations que possible. Ouais, c'est cela aussi la politique. Absolument. Ouais. Bienvenue. Oui, c'est vrai que, vous savez, vous avez dit que depuis, lorsqu'on revenait sur ces sujets, je vous disais que ça me faisait rire, parce que je vois que réellement, les astuces politiques, les stratégies politiques sont en train d'être mises en exergue dans notre République. Tout ce qu'on avait eu à faire, c'était rien que de l'entraînement. Aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet. Et donc, à partir de ce moment, il faudrait qu'il y ait de ces gens de choses-là, et c'est là que nous allons comprendre réellement la politique, parce que la politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur, il faut le préciser. Et donc c'est un terrain où il y a tout, il y a de dupes, il y a de mesquinerie, il y a de la méchanceté, mais à la fin des comptes, il faudrait savoir une seule chose, le peuple doit savoir que les politiciens se retrouvent toujours. Il ne faudrait pas, sur les propos vindicatifs, sur les propos incisifs, ou sur les propos nocifs d'un politicien, se mettre dans la rue pour pouvoir donc détruire ou vandaliser les biens
biens sociaux. Oui. Parce que à la fin des comptes, c'est nous-mêmes qui en serons comptables. Et donc, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas sortir dans la rue suite à l'invitation d'un politicien qui est à la quête de son intérêt personnel. Je le dis en toute franchise, parce que lui, sa famille, vous n'allez jamais voir sa famille se mettre dans la rue, mais c'est la famille des autres. Et donc, c'est le peuple qui est mati. Un politicien n'est jamais mati. Faisons beaucoup attention. Bienvenue à Gwassagan, merci. Jean-Jean Angonou. Oui, merci. Je pense qu'à partir du moment où la Sénat a donné le résultat, bien que c'est provisoire, ceux qui sont dans la course maintenant se connaissent. Ceux qui sont dans la course se connaissent. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la réaction. Moi, j'ai lu un peu sur Facebook la réaction du professeur Joël Aïvor. Et je dis, bon, voilà, quelqu'un de droit, quelqu'un de journaliste. Il a semblé prendre acte de la décision de la Sénat et me dit que la lutte continue. C'est normal. Cette lutte doit continuer et pouvoir lui permettre peut-être un jour d'avoir la victoire. Peut-être que cette fois-ci, c'est pas la bonne fois. Voyez-vous? Et que, bon, les gens, les politiciens n'ont qu'à savoir que la population, le peuple a des attentes vis-à-vis d'eux. Et il faut tout faire, il faut souvent éviter de décevoir le peuple. Qu'est-ce que je voudrais dire? Ce qui s'est passé, cette caconie au sein des démocrates, ça a déçu. Ça a déçu les gens. Et nous pouvons aussi dire aujourd'hui que, au fait, le blocage et le parrainage n'était pas un blocage. Le parrainage n'était pas un blocage parce que l'autre a voulu aller, l'autre a dit je n'y vais pas. Et dans cette cacophonie-là, on n'a pas pu faire ce qu'il faut. Donc, on prie pour que... Moi, je pense que si nous tous, nous avons discuté des règles, et comme je l'ai dit quelque part, lorsque le jeu est lancé, on a fini de parler des règles, on parle du jeu maintenant, et ce qui est devant nous, c'est les élections présidentielles avec 3 duos provisoires que nous connaissons, et si ces duos-là sont maintenus, nous aurons la pluralité et la pluralité du choix, et ça va respecter ce que les États-Unis ont dit dans leur communiqué. Il faudrait que le peuple puisse avoir le choix. Il y a 3 duos pour une élection présidentielle. Dans d'autres pays, il n'y a que 2 duos dans les pays développés. Sinon, nous pouvons avoir 3 duos. Le choix est là et le peuple pourrait choisir librement. Le jeu est assez ouvert. Oui, merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau ce dimanche matin. Bienvenue à Gwassagan, Félicien Fagnon et Jean-Jean Angonou. C'était un plaisir de discuter avec vous. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Nous parlions donc des actualités de la semaine, les listes retenues par la Sénat provisoirement, les différentes répliques qui a eu lieu toute la semaine et bien sûr la résurgence de la COVID-19. Faisons attention à nos gestes pour pouvoir ne pas contaminer les autres et ne pas être contaminés également. Et ce sera tout pour ce plateau. Retrouvez juste après moi le bulletin d'information et ensuite toute l'équipe de Dimanche C'est Politique pour le débrief.